Je vais vous introduire rapidement le programme de la journée. Donc, on va démarrer la matinée par les travaux du Sénat. Donc, la partie alimentation animale. Le Sénat, c'est le comité exécutif nutrition animale. Donc, c'est tout ce qu'on travaille sur les débouchés de la luzerne. Voilà, comment rendre la luzerne plus attractive pour les filières animales. Ensuite, on va enchaîner avec le CGBB. Donc, c'est le comité qui s'occupe des granulés de bois. C'est la partie, voilà, une transformation des coproduits du bois en granulés. Ensuite, on aura la présentation des travaux du comité exécutif technique. Puis, on passera au déjeuner qui sera donc à l'épicentre des saveurs, pas très loin. Peut-être avec moins de pluie que la dernière journée technique. Il me semble qu'on avait été touché à la dernière journée technique entre les deux sessions. L'après-midi, on démarrera avec donc une présentation de ce qu'on a prévu pour le Congrès mondial de la luzerne, dont Eric Masset est le président du comité d'organisation qui fera une présentation, puis que je compléterai moi sur l'aspect scientifique. Ensuite, ce sera les travaux du CERA, donc le comité exécutif de recherche agronomique. Puis, on conclura vers 16h. Voilà, c'est ce qui est prévu. Sans plus attendre, je vais passer la main à Antoine Priou, qui est donc le président de notre comité exécutif nutrition animale, pour une petite introduction. Voilà, merci. Merci Honoré. Antoine Priou, éleveur laitier en Mayenne, avec 100 vaches laitières. J'utilise de la luzerne hydratée. J'aime bien le rappeler parce que c'est important pour être crédible, pour être président sur ce comité. Alors les études en cours pour cette année, on a une présentation premièrement par Clara qui va nous présenter une pulsade sur les projets principaux sur la diversification des porcs et du cheval. Honoré après va nous représenter la santé vachetière avec les résultats sur la production laitière. On a quelque chose de relativement intéressant parce que c'était fait en collaboration avec Oniris, une école vétérinaire de Nantes. À la fois avec un contrôle laitier qui s'appelle Ellipse, qui se situe en Ille-et-Vilaine, qui a pu nous rassembler pas mal de données. On a là-dessus un essai qui a regroupé quand même quelque chose comme 200 000 vaches. C'est quand même assez colossal. Et pour ça, il nous fallait une petite mathématicienne qui s'appelle Maëva, qui nous a mis tout ça dans un programme et quelque part qui nous a ressorti quand même quelque chose de relativement intéressant pour cette étude. On l'a déjà présenté au SPACE à Rennes. Notre travail aussi après ça sera présenté par Didier Coulmier concernant les chèvres laitières. Là aussi, on a des très bonnes études avec l'utilisation de luzerne déshydratée et on a des bons résultats aussi à vous présenter. On a une dernière étude aussi avec Tecna sur la nutrition de l'influence du poids du carbone de la luzerne sur l'incorporation dans les aliments. Et justement, je voulais juste vous donner un aparté là-dessus sur un petit problème qu'on a. On a fait beaucoup d'efforts au niveau de la luzerne hydratée sur notre énergie qu'on utilisait. On utilisait beaucoup d'énergie fossile. On a pivoté notre système, mais visiblement, là-dessus, on utilise beaucoup de biomasse au niveau de nos outils de déshydratation. La difficulté qu'on a, c'est que l'administration ne reconnaît pas aujourd'hui que la luzerne, quelque part, utilise beaucoup plus de biomasse et quelque part a un moins d'impact au niveau du carbone. On est à 1,10 aujourd'hui au niveau de la luzerne et on devrait être à 0,26. Alors pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi c'est important? En filière laitière, en 2025, 70% des exploitations laitières vont très clairement réaliser un diagnostic qui s'appelle CAP2R. Alors pourquoi elles vont aussi rapidement? C'est parce que les GMS le demandent. Et force est de constater qu'on n'avance pas assez vite là-dessus. Et l'IDEL n'a toujours pas inscrit ce problème-là dans les registres. Voilà. Donc on avance, mais force est de constater que ça fait 3 ans qu'on demande. Et à un moment donné, on va un petit peu s'énerver, quoi. Voilà. Je laisse la parole à Clara pour le premier. Merci Antoine. Bonjour à tous. Alors, pour débuter la partie Sénat, nous allons parler du programme Impulsa, qui a été mis en place dans l'objectif de diversifier les débouchés, donc notamment en alimentation cheval et aussi en alimentation porcine. Donc, à l'origine, on avait déjà fait un premier programme sur l'alimentation équine, qui s'appelait Pulse. Donc, je vous propose d'abord de rappeler du coup ce qu'on avait
vu dans ce premier programme. Donc, pourquoi on avait fait ça? C'était d'abord pour voir comment la luzerne s'utilisait en alimentation équine. Donc, son utilisation, est-ce qu'on pouvait la donner en grande quantité au cheval sans qu'il y ait de problème? Et donc, on a vu que c'était un aliment tout à fait adapté au cheval. Voilà, il y avait quelques a priori dans le milieu équin et on a vu que ce n'était pas un problème. Et au cours de cette étude, on a aussi vu que ça permettait d'améliorer la santé gastrique des chevaux et également les performances sportives par rapport à un régime qui serait à base de céréales. Donc quand on met de la luzerne et qu'on enlève un peu de céréales, ça permet d'augmenter les performances du cheval. Donc au vu de ces premiers résultats de ce premier programme qui s'appelait Pulse en 2018, on a décidé de continuer justement nos recherches là-dessus avec... parce qu'on a vu que la luzerne, c'était vraiment une opportunité pour le bien-être des chevaux de tous les âges et pour préserver leur santé et aussi, du coup, pour améliorer les performances sportives. Du coup, dans ce cadre-là, on a démarré un nouveau programme depuis 2024, donc avec un financement France Agrimaire. Donc, ces deux programmes, c'est en partenariat, du coup, avec Lab2Field qui fait l'expérimentation équine et des IALIS aussi sur le développement des produits et la communication. Et aussi au niveau de l'Uzerne de France, donc on travaille aussi sur la communication. Donc ce deuxième programme a pour objectif d'aller voir comment le mode d'action de la luzerne, donc notamment pour l'aspect santé gastrique, du coup de voir comment la luzerne elle a un impact sur notamment les ulcères gastriques. Donc comment elle permet de prévenir et de guérir certains ulcères. Aussi, on va voir on expérimente pour savoir quelle forme de luzerne est la plus adaptée justement pour pour améliorer la santé gastrique des chevaux. Et voir aussi si la luzerne peut être utilisée comme un alicament par rapport aux traitements qui existent déjà contre les ulcères gastriques. Donc ça, c'est les objectifs de ce second programme. Donc en lien avec ce qui est fait en alimentation équine, il y a donc différents produits qui sont déjà disponibles, qui existent et qui sont utilisés en alimentation équine. Donc on a des granulés, on a des mélanges, on a de la luzerne déstructurée, donc notamment pour les chevaux âgés, et aussi une forme de mâche donc, qui correspond à la luzerne sous forme de fibres. Voilà, donc au cours de donc déjà du premier programme Pulse, on a la luzerne qui commence à être de plus en plus utilisée en alimentation équine et qui continue de se développer. Et donc du coup, on travaille là-dessus, notamment dans le cadre du programme Impulsa, en continuant de communiquer sur le sujet parce qu'il y a vraiment un fort potentiel en alimentation équine au vu des premiers résultats qu'on a eus. Donc en lien avec ce programme Impulsa qui est sur la santé gastrique, et dans l'objectif toujours de diversifier les débouchés, on a aussi associé à ce programme un volet sur le porc, donc, pour étudier l'impact de la luzerne sur la santé digestive du porc. Donc, cette partie-là du programme, elle se fait en partenariat avec l'IFIP, qui est l'Institut du porc, du coup. Et il a pour objectif d'évaluer l'effet de la luzerne sur la santé intestinale du coup, des truies et de leur portée, et d'évaluer l'effet qu'il y a quand on nourrit la truie avec de la luzerne, l'effet que ça peut avoir sur les porcelets. Donc c'est l'effet transgénérationnel. On va également évaluer l'intérêt du coup de la luzerne sur la santé gastrique des porcs et mesurer les effets zootechniques de l'apport de cette luzerne. Et donc, on avait également pour ambition, avec ce programme, de travailler d'aller plus loin encore sur le porc, parce qu'en construisant en fait, ce programme avec l'IFIP et donc du coup avec la filière porcine, on a vu qu'il y avait potentiellement des axes sur lesquels on pourrait expérimenter, notamment sur la luzerne pour réduire l'agressivité des porcelets, et également aussi pour éviter la castration des mâles en donnant de la luzerne. Ça permettrait, d'après d'anciennes expérimentations, et nous on aimerait aussi pouvoir expérimenter sur ce sujet-là, ça permettrait d'éviter de castrer les mâles parce que ça réduirait du coup, en donnant de la luzerne, le goût qu'il y a dans la viande
lorsque les mâles sont pas castrés. Voilà, donc ça c'est ça serait une suite en fait de ce premier programme Impulsa sur le cheval et le porc. On pourrait poursuivre ensuite, on a pour objectif de poursuivre avec un second programme sur ces sujets-là, santé et agressivité, ainsi que du coup la castration des mâles. Pour la partie Impulsa. Et donc du coup je vais te donner ensuite la main à Honoré sur la partie santé vachetière. Merci Clara. Donc on enchaîne sans transition sur la présentation des résultats d'une étude qu'on a faite, qui a démarré début 2024 et puis qui s'est terminée en fin d'année. Donc les résultats qu'on va vous présenter ici sont relativement récents. Il y a une bonne partie qui a déjà été présentée au SPACE. Il y a certains d'entre vous qui étaient déjà là lors de cette présentation, mais là on a quelques éléments supplémentaires. Donc l'objectif de cette étude, c'était de répondre à une question à laquelle la filière souhaite répondre depuis de nombreuses années, qui est est-ce qu'on peut mettre en évidence scientifiquement l'intérêt de la luzerne pour la santé des animaux? Et donc nous, nos animaux de prédilection, c'est les vaches laitières. Et donc voilà, est-ce qu'on peut mettre en évidence cet effet-là à travers une étude qui soit publiable scientifiquement? Donc il y avait une première idée, c'était de faire un essai avec des vaches qui mangent de la luzerne, des vaches qui n'en mangent pas, dans une ferme expérimentale, et de constater dans un essai classique, si on veut, zootechnique, des différences sur la santé. Cette approche-là n'a pas été jugée suffisamment appropriée, parce que la thématique santé, elle est difficile à évaluer, et donc avec seulement un essai, qui nous aurait coûté d'ailleurs déjà très cher, c'était ça nous semblait pas une piste intéressante, donc on a creusé une autre piste dont l'inspiration vient de travaux qui a été fait avec la filière lin, donc nos amis du lin, qui avaient travaillé avec cette unité là d'Oniris qui s'appelle BioEpar et qui travaille en épidémiologie nutritionnelle. Donc l'épidémiologie nutritionnelle, en fait, c'est la même chose que quand vous voyez des études sur par exemple l'influence du café sur la prévalence des maladies cardiovasculaires chez l'homme, par exemple. C'est un petit peu le même genre d'études. Donc c'est des études avec un grand nombre de données sur des cohortes de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 personnes sur plusieurs années. Et bien là, c'est c'est exactement cette approche-là qui a été retenue. La seule différence qu'on va trouver entre ce type d'études-là et l'étude style café humain, maladie cardiovasculaire, c'est que là, on sait ce que les vaches ont consommé, alors que les humains, ils répondent à des questionnaires. Donc des fois, ils peuvent répondre oui, ils ont bu un café, en fait, ils n'en ont pas bu. Là, les vaches, elles ont mangé de la luzerne ou elles n'en ont pas mangé, on ne leur demande pas leur avis. C'est le technicien du contrôle laitier qui note ce qu'elles consomment. Voilà pour la petite intro sur la technique qu'on a utilisée, qui est vraiment ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que c'est une technique qui est innovante. On est les deuxièmes en fait après le lin à avoir testé cette approche-là, avec des résultats qui sont, vous verrez, c'est comme ça, c'est pas toujours tout à fait dans le sens qu'on souhaite, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Alors, d'un point de vue descriptif, donc les données qui ont été utilisées, c'est des données d'Ellipse, qui est le contrôle laitier d'Ille-et-Vilaine. L'Ille-et-Vilaine, premier département laitier de France. Donc, on a sur ce département-là une consommation de luzerne qui est relativement présente, comme vous pouvez le voir ici. On a à peu près, un peu plus d'une moitié qui n'est pas utilisatrice de luzerne et une moitié qui est utilisatrice. Donc, la luzerne est consommée et présente dans ce département-là. On a une moyenne d'étable qui est à 8200 kg, donc c'est une moyenne d'étable un tout petit peu plus haute que la moyenne nationale. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et dans les formes de luzerne qui sont utilisées, vous voyez, on a de la Daisy pour 46%. Alors c'est notamment dû à la présence sur ce territoire-là de Daisy West, qui est la cope de déshydratation avec une unité à domanier, une unité à changer. Donc qui produit soit à façon, soit en vente cette luzerne déshydratée-là. Et puis après, on a d'autres formes d'utilisation qui peuvent être le foin, l'ensilage, l'enrubanage. Donc les rations type à base de luzerne, vous voyez, on a une ration qui est plutôt là, donc à base de, ce que vous voyez là, il y a 16% de luzerne qui est intégrée dans une première ration qui est plutôt à base de maïs. Et puis la ration qui est plutôt avec de la luzerne déshydratée. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu la même chose, mais on a un petit peu moins de luzerne qui est incorporée. Voilà. Et puis un petit mot d'économie. Alors voilà, je présente les éléments du contrôle laitier, mais simplement pour dire que
Ce qui a été constaté sur cette base de données, donc, qui appartient au contrôle laitier d'Ille-et-Vilaine, il y a aussi des données économiques dedans, et il a été constaté que les utilisateurs de luzerne, que ce soit de la luzerne ici en silage, en rubanage ou de la luzerne déshydratée, avaient une marge sur coût alimentaire, donc, qui est un des indicateurs clés de l'élevage laitier, indicateur économique, qui était supérieur, vous voyez, significativement par rapport aux élevages qui sont non utilisateurs. Voilà, c'est pour la partie descriptive de la base de données. Alors maintenant, l'épidémiologie nutritionnelle. Pourquoi on a utilisé cette méthode? J'en ai parlé déjà un petit peu. Donc les expérimentations animales, c'est des tailles d'échantillons petites, avec moins de représentativité. C'est des échelles de temps de court terme. L'épidémiologie, ça permet d'avoir des gros échantillons avec une représentativité élevée et puis du court ou long terme. D'où le choix de cette technique. Alors qu'est-ce qu'on a étudié comme caractéristique dans cette étude? On a étudié d'abord production, composition du lait, caractéristique classique, une vache qui a mangé de la luzerne versus une vache qui n'en a pas mangé. Quelle est la différence de production, de composition? Les données de reproduction, les données de santé. Alors santé et reproduction, pour nous, c'était un peu le package influence de la luzerne sur la santé. C'est ça qui nous intéressait, je dirais, le plus. Et puis on a aussi étudié la partie environnement. Alors en fait, à travers la composition du lait, il y a des équations qui nous disent combien de méthane la vache elle émet. Donc c'est à travers ces éléments de composition du lait qu'on a pu regarder un petit peu aussi l'environnement. Donc la cohorte, Antoine en a parlé un petit peu en intro. Il y a 848 000 contrôles laitiers, 124 000 inséminations artificielles, 5 années de données, 2019-2023. Alors 4 départements, même si c'est l'Ille-et-Vilaine qui est principalement présente. Et puis on a donc 574 troupeaux qui consomment de la luzerne et 45 000 Primolstein qui consomment de la luzerne. Donc dans les groupes d'aliments, j'en ai déjà un petit peu parlé, je ne vais pas m'étendre là-dessus. La luzerne, elle est présente un petit peu partout, il y a plusieurs façons de l'incorporer. C'est souvent plutôt dans des rations hivernales ou, ou en complément dans des rations de printemps ou d'été, selon les types d'alimentation. Il y a ce qu'on appelle un clustering qui a été fait dans cette étude-là, qui consiste en fait à se dire, oui, une vache qui a une ration plutôt à base d'herbe ou une vache qui a une ration plutôt à base de maïs, dans les deux cas, il peut y avoir de la luzerne déshydratée qui va être incorporée à la ration, mais en fait, cette ration va avoir des effets qui sont eux aussi importants. Et donc, comment on fait pour différencier les effets de la ration de base et les effets de la luzerne déshydratée? Et il y a une technique qui permet de faire ça, c'est le clustering, et donc ce qui permet de séparer en fait des groupes de consommateurs et donc de les étudier en enlevant les biais liés à la base de ration de chacun de ces groupes. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail par rapport à ça. Et donc j'arrive aux conclusions maintenant. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en évidence? Première chose, alors qui nous a tout à fait intéressés et un petit peu confortés dans des études qui avaient été faites par le passé, on observe que le rendement laitier journalier, donc la production laitière journalière d'une vache qui consomme de la luzerne, elle évolue de 250 grammes de lait par kilo de luzerne qui est incorporé dans la ration. C'est-à-dire que quand on incorpore 3 kg de luzerne déshydratée, comme ce qui est recommandé, et on le voyait tout à l'heure que c'était à peu près la moyenne de ce qui était incorporé, un peu plus que la moyenne, et finalement on va produire 750 grammes de lait, donc pas loin d'1 kg de lait. Et donc finalement, là on ne parle pas d'introduire 3 kg de luzerne en plus dans la ration par rapport à la ration de base, on parle d'une ration où il y a 3 kg de luzerne versus une ration où il n'y a pas 3 kg de luzerne mais qui est remplacée par autre chose. Donc on n'est pas sur une approche où vous pourriez vous dire 750 grammes de lait, ça vaut actuellement peut-être 40 centimes, 35 centimes, et 3 kg de luzerne, ça vaut combien? Oui, peut-être à peu près la même chose, ou un petit peu moins. Non, c'est pas cette approche. Enfin, oui, si, c'est à peu près la même chose. C'est pas cette approche-là, parce que c'est de la luzerne qui est présente en remplacement de quelque chose d'autre qui a aussi un coût. Donc finalement, on est gagnant. Enfin, l'éleveur est gagnant en tout cas avec des résultats comme ceux-là. Donc, on était très content d'avoir ces résultats. Et puis maintenant, pour avoir un peu de détails, là, vous voyez que ces résultats, ils sont différents selon la ration de base qu'on a. C'est-à-dire que si on a une vache qui a une ration maïs pâturage, par exemple dans ce cluster maïs pâturage, l'effet il est un petit peu plus élevé. On est à 270 grammes de lait par kilo de luzerne. Voilà. Et puis, à contrario, une vache qui a une ration à base d'ensilage d'herbe qui serait complétée par du maïs, c'est plutôt négatif. C'est-à-dire que quand on a de la luzerne dans la ration, 1 kg de luzerne, c'est moins 30 grammes de lait par kilo. Voilà. C'est
c'est des effets qui sont un petit peu précis, mais c'est ce que peut nous apporter cette approche d'épidémiologie. En tout cas, nous, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on était quand même content d'avoir ce résultat-là, puisque ça confirme ce qu'on a pu mettre en évidence dans des études précédentes, 3 kg de luzerne, 1 kg de lait. Voilà, toutes choses égales par ailleurs. C'est un petit peu le... Voilà, c'était assez surprenant même de voir cette conclusion-là. Voilà. Alors, quand on regarde toute forme de luzerne confondue, parce que ça peut être intéressant aussi de regarder ça, pour voir le delta entre qu'est-ce qui se passe si je fais de l'ensilage de luzerne qui va me coûter effectivement moins cher que de la luzerne déshydratée versus de la luzerne déshydratée. Donc là, on a mixé en fait là-dedans les effets de tous les types de luzerne, et donc on voit que ce qui se passe, c'est que la luzerne déshydratée, qui a un effet qui a 250 grammes de lait par kilo de luzerne, elle est quand même beaucoup diluée par les autres formes de luzerne, et donc ce qu'on pense, c'est que les autres formes de luzerne ont un effet plutôt négatif en fait sur la production laitière, qui va nous amener à une moyenne de plus 50 grammes de lait par kilo de luzerne, quand on parle de toute forme confondue. Donc ça renforce l'approche, utiliser de la luzerne déshydratée, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la luzerne que vous pouvez faire en ensilage. Après, il y a des ensilages de luzerne qui sont bons, je pense qu'il y en a qui sont moins bons, et je pense que l'Ille-et-Vilaine, c'est peut-être pas le département où on fait les meilleurs ensilages de luzerne. Voilà, alors ensuite sur la partie qui nous intéressait a priori le plus, donc qui est la partie santé, repro. Sur la repro, on n'a pas vu grand-chose. Vous voyez que là, on a un hazard ratio. Alors, j'ai toujours pas compris exactement ce que c'était, je vous rassure. La mathématicienne, voilà, elle a essayé de faire de la pédagogie, mais il y a des choses qu'on n'a pas réussi vraiment à comprendre. Ceci étant dit, ce hazard ratio ici, il est à 0,99. Ça veut dire qu'on n'a pas d'effet significatif. Donc, on n'a pas mis en évidence que les vaches qui consomment de la luzerne avaient une fécondité, un retour en insémination artificielle réussi, entre une insémination artificielle, donc un vélage, et un retour en insémination artificielle fécondante, donc réussi. On n'a pas observé de différence entre les vaches qui consommaient de la luzerne et celles qui n'en consommaient pas. Donc là, c'est un résultat qui nous a un petit peu déçus. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas d'effet négatif. Donc voilà, c'est un effet, il n'y a pas d'effet significatif. Voilà, pour la DESI, c'est la même chose. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette étude, grâce à l'épidémiologie nutritionnelle, on a quand même réussi à travailler quelque chose, à avoir à partir d'un très grand nombre d'informations, à avoir des messages qui sont significatifs, des effets qui sont significatifs. Donc on est satisfait quand même par rapport à ça. Après, on est un petit peu déçu sur la partie santé. En termes de perspective, il y a peut-être de nouvelles approches qu'il faut encore qu'on explore pour réussir à mettre en évidence concrètement cet effet sur la santé qui est connu, qui est ressenti par les éleveurs, qui est vu sur le terrain, mais qu'on a, à nouveau là, on n'a pas eu exactement le résultat qu'on attendait, même si on en retire quand même des choses intéressantes sur la production laitière. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, c'est vrai qu'on n'a pas ouvert aux questions sur la première présentation. N'hésitez pas en tout cas, si à un moment donné vous avez une question, vous pouvez même, on peut la poser en milieu de séquence, c'est pas gênant. Et donc sinon, moi je vais passer la parole à Didier Coulmier de Desialis pour parler de luzerne et chèvres laitières. Merci. Bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas salués. On a cassé un mythe là, luzerne et santé, désolé. Je vais encore en casser un, désolé. Donc là, on enchaîne, c'est l'année des mauvaises nouvelles, on casse les mythes. Là, on va parler de fromage de chèvre. Vous savez, quand on interroge le producteur de fromage fermier, on lui tourne le micro. « Ah, vous avez de la luzerne dans votre ration de chèvre ?»« Ah ouais, je mets de la luzerne parce que ça fait faire du fromage. » Bon, voilà. Alors, on a posé la question, parce que c'est bien beau ça, le testimonial, c'est sympa. Par contre, quand il y a un peu de science, un peu de référence costaud derrière, c'est mieux. Donc on a interrogé différents professionnels de la chèvre laitière, donc des Lidl, Lidl, les gens de l'INRA, enfin différentes personnes, et les gens nous ont dit, non, finalement, quand on fait la biblio, on ne trouve rien qui nous dit que effectivement la luzerne, c'est bien pour le fromage de chèvre. Ah bon ? Oui, pourtant tout le monde nous dit, mais il n'y a aucune étude qui est faite. On s'est dit, on va le faire. Donc tout d'abord,
pour vous remettre un peu le contexte, pourquoi on s'occupe de ça, donc je ne vais pas refaire l'historique sur DESI 2026, où le syndicat, la profession avait choisi de se pencher sur les petits ruminants, parce qu'on ne parle que des gros ruminants. Alors effectivement, les vaches, il y en a, c'est gros, ça consomme beaucoup de luzerne. Les petits, c'est plus petit, ça consomme un peu moins de luzerne, mais dans la ration, ça en consomme beaucoup quand même. Donc, petit rappel pour votre culture, la France est quand même le premier producteur européen de lait de chèvre. C'est mondial, peut-être pas, sûrement pas, parce que sinon je pense que je serais marqué, mais on est en Europe. Donc il y a un bon million de têtes avec 670 millions de litres de lait. Alors c'est vrai que les millions, ça fait beaucoup. Si on convertit en tonnes, ça fait plus que 670 000 tonnes. Bon, c'est quand même pas mal, comparé aux 800 000 tonnes de luzerne qu'on produit. Alors par contre, il y a quelque chose d'assez spécifique, particulier ici, c'est qu'il y a une grosse part de transformation fermière, 25%, c'est quand même énorme. Comparé au lait de vache, on ne va pas s'étendre là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme producteur trice de lait de chèvre? Il y a 2 races en France, principalement la race alpine, c'est la petite chèvre marron, et puis la grosse blanche, là, la Saanen, qui représente un tiers. Ça donne un peu les chiffres d'idée. Après, il y a sûrement d'autres variétés plus exotiques, mais on ne les voit pas dans le paysage. Alors, ce qui est sympa quand même sur ce sujet-là, c'est que le marché du fromage de chèvre est en croissance. On mange tous de plus en plus de fromage de chèvre, donc c'est plutôt porteur. On ne dirait pas forcément ça chez le fromage de vache, mais en chèvre, ça marche. Alors pour rentrer un petit peu dans la problématique nutritionnelle, donc effectivement, malgré tout, la luzerne est quand même très présente. Elle existe sous forme pas forcément toujours sous forme de DESI. Alors, il y a des choses qui ont été faites quand même sur l'aspect fromage de chèvre, quand on a posé la question à nos scientifiques. C'est surtout des choses sur les formes de conservation des fourrages. Donc, à savoir un foin versus un ensilage, voire l'enrubanage. Mais sur la luzerne en tant que telle, il n'y a pas vraiment eu grand-chose de fait. Donc, la question qu'on se posait, c'est est-ce que si on donne de la luzerne à forte dose, donc à la limite, on donne que ça à une chèvre, est-ce que ça se passe bien? Il y a quand même pas mal de choses qui traînent dans la nature où on disant « Ouh là là, la luzerne, attention, c'est dangereux ». On a rappelé l'exemple du cheval. Je ne vais pas parler de la vache parce qu'on n'entend pas trop parler, mais il y a toujours des gens pour dire « Ah oui, mais bon, attention ». Donc, c'était ça la question. Et puis, cette fameuse question, le fameux mythe ou réalité, la fromageabilité du lait de chèvre. Alors là-dessus, il y a une arnaque dans la mesure où ça, on vous l'a déjà présenté. C'est un essai qu'on a fait avec l'INRA. Je crois qu'on l'a présenté déjà 2 fois. Donc là, vous l'allez voir une 3e fois. Par contre, l'autre, c'est complètement nouveau. Donc l'INRA, vous connaissez, c'est l'INRA de Rennes. Donc les gens à Rennes, c'est spécialistes du lait, la production laitière, la vache, la chèvre. Ils n'ont pas de brebis, mais voilà, donc c'est des gens, on va dire, sérieux. Et puis l'autre, donc là, c'est plus local, d'Availlé, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, c'est un lycée agricole, et notamment qui est référent avec un troupeau de chèvres sur l'appellation Mâconnais, l'AOP du Mâconnais. C'est un petit fromage de chèvre, bien sympa. Et puis, bien sûr, dans le coin, c'est la chambre d'agriculture alors, c'est Saône-et-Loire, mais en fait, là, c'est la régionale qui doit être la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, les 2 troupeaux expérimentaux, les voilà. Donc, d'un côté, à l'INRA, on avait 3 lots de chèvres, 3 lots de 12 chèvres alpines, donc les 2 tiers des productrices de fromage, de lait de chèvre en France, qui étaient à 80 jours de lactation. Les 2 autres, un peu plus de chèvres, 2 autres lots dans l'autre dispositif, avec un peu plus âgés en lactation. En termes de production, comme vous pouvez le voir, les vaches de l'INRA, c'était vraiment des pisseuses de lait. 3 litres de lait, ça y va. Alors, effectivement, on peut toujours faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Par contre, avec des taux, alors TB, taux bitureux, TP, taux protéique. Alors TB, TP, je ne vais pas vous faire le cours sur la qualité du lait, mais le TB, c'est-à-dire faire du beurre, le P, c'est la protéine, c'est-à-dire faire du fromage. Très schématiquement. Par contre, l'autre, c'était autre chose. C'était des bonnes mémères, production fermière, ça fait de l'AOP, elles font plus que 2 kilos de lait. Par contre, au niveau des taux, c'est autre chose, ça cartonne beaucoup plus. Donc là, effectivement, on peut les traire, celle-là, faire du fromage et de la bonne AOP. Donc, à ces biquettes-là, on leur a donné de la luzerne, donc avec 2 approches un petit peu différentes. L'idée, c'était toujours de dire, on va comparer de la luzerne à une graminée. Nos concurrents, quelque part, ce sont les graminées. Alors là, on ne va pas forcément rentrer dans le débat ensilage, pas ensilage DESI. En fait, on voulait avoir une démarche assez scientifique, donc on a tout déshydraté. Donc on a pris, en l'occurrence, de la fétuque, dans les 2 cas, et donc on a comparé la luzerne à la fétuque. Donc la ration de l'animal, c'était 100%. Donc soit toi, tu as 100% de fétuque, soit toi, tu as 100% de luzerne. Et tu as que ça à manger, avec un petit peu de concentré quand même. Et puis, dans le cas de l'INRA,
on avait un mélange 50-50, histoire de dire, bon, on voit s'il y a un intermédiaire. Alors la première chose qu'on voit là-dessus, c'est qu'on avait quand même des produits qui étaient très différents. Autant la luzerne, on avait des choses assez comparables. On avait un 18, 22 MAT de protéines. Donc voilà, on va dire un chou près, c'est pareil. Par contre, la fétuque, on avait une fétuque très jeune, très ingestible. Bon, les spécialistes, ça va les faire rêver. 15% des MAT pour une fétuque, ça ne court pas les rues. Par contre, à l'inverse, l'autre, on a sûrement attendu un petit peu trop longtemps pour la récolter. On était à 7% des matés. Donc, vous voyez, du simple au double, ça tape quand même pas mal. Bon, bien sûr, tous les paramètres de valeur nutritionnelle étaient aussi dégradés en termes de digestibilité de fibres, etc., etc. Donc, on a fait notre essai. Donc, on a nourri nos biquettes. Donc, le fameux concentré dont je parlais, là. Donc, effectivement, on a ajusté donc à l'INRA avec du grain et du soja pour arriver à avoir quelque chose de comparable entre les trois traitements, que les animaux qui mangent des choses plus riches en protéines, la luzerne des ibes, un peu moins de soja, et vice-versa. D'autre côté, c'était à peu près pareil. On a travaillé avec des concentrés protéiques, pas des matières premières, un concentré protéique, un concentré énergétique. Là aussi, on a ajusté pour compenser la fétuque qui était quand même pauvre en protéines. Et dans tous les cas, on essaie de faire du régime ISO, donc comparable en protéines et en énergie, mais enfin énergie pour l'UF, unité fourrage gerlait. Bon, c'est pas toujours évident, on le verra tout à l'heure. Et puis derrière, on a regardé les mesures de rendement fromager, parce que quelque part, c'est ce qui nous intéresse, comment on fait du fromage avec tout ça. Donc, dans le cas de l'INRA, c'est une station de recherche, donc on a travaillé avec la science, donc on a fait des rendements fromagers laboratoires. Dans le cadre de la Chambre d'agriculture et des lycées agricoles, ils ont un centre de fabrication de fromage, donc on s'est servi de leur outil. Donc là, c'est de la vraie fabrication fromagère, telle que ça peut se passer en ferme. Donc les résultats. Donc première chose qu'on voit, c'est l'augmentation de la gestion. Effectivement, le fait de donner soit une graminée, soit de la luzerne, une légumineuse, on voit que les chèvres, elles sont pifres. Donc on voit que dans les deux cas, elles mangent environ 3 kg de graminées. Le fait de mettre de la luzerne, elles en bouffent 500 grammes de plus. C'est énorme. C'est énorme. À tel point que les gens de l'INRA, quand ils ont vu ces résultats-là, ils nous ont dit qu'il faut qu'on refasse une manip parce que nos équations ne seront pas à jour. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va démarrer une manip d'ici peu où effectivement, on va travailler sur la luzerne des ibes parce que ça va permettre aux équations INRA qui viennent de sortir en 2018, qui traînent depuis les années 70-80, d'être enfin mises à jour en 2020. Donc ça, c'est une petite victoire. On peut en être fier. Après, on verra bien ce que ça donne en espérant que ça fasse consommer plus de luzerne déshydratée. La partie lait, elles mangent plus, elles font plus de lait. Plutôt sympa. Donc, effectivement, on a quelque chose qui est un peu moins marqué ici, effectivement, dans le premier essai d'INRA, mais dans le deuxième essai, là, ça explose. Il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on peut voir, le petit graphique là, rapidement. Alors, vous voyez, on a monté à 4 kg de lait, pratiquement, par rapport aux 3 kg qu'on était avant. Donc, ça marche bien. On a des super formules. Donc, la graminée, la fétuque qui était là. Le mix qui était là, donc quelque chose qui a marché dès le départ. Et en fait, il y a un truc assez bizarre, et ça, on a du mal à expliquer, c'est qu'on a l'eau luzerne qui était au niveau de la fétuque et qui a monté tout au long de l'essai, et à la fin, pour finir au même niveau que le mix. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un plus, un bonus. Par contre, on a du mal à expliquer le fait que ça ne soit pas aussi net que le mélange. Par contre, dans l'autre cas, là, ça a marché à plein chez les biquettes de Davaillé. Alors, sur les taux, qualité du lait, le TB, on a hausse du TB, du taux butyreux. Donc, qualitativement parlant, c'est très intéressant pour la partie INRA. Par contre, dans le cas de Davaillé, là, on a une baisse du TB. Donc, ça ne marche pas tous les coups pareil. Alors, donc là, on commence à se poser des questions, se gratter la tête. Mais quand on regarde la production de matière grasse, donc on va multiplier la quantité de lait par le taux contenu dans le lait de matière grasse, on a une augmentation du taux de matière grasse. Donc ça, c'est rassurant. On a fait 89 grammes dans l'eau luzerne et contre 76. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a moins de matière grasse ici. Tout simplement, c'est une dilution. La chèvre, elle fait plus de lait, donc elle dilue sa production de matière grasse. Donc ça, on va dire, c'est normal. Là, effectivement, il n'y a pas de dilution. Ça veut dire qu'en fait, on a boosté le fonctionnement du rumen de la chèvre. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi la booster là? Pourquoi pas là? Ça, j'en sais rien. Ce qu'on peut dire tout à l'heure, rappelez-vous sur les taux qui sont très bas, on a sûrement des animaux qui physiologiquement sont anormaux, et donc le fait d'apporter la luzerne, c'est peut-être un peu, on peut imaginer corriger ce travers. Mais je resterai là. Sur les TP, taux protéique, pareil, ça monte, et là aussi, en général, quand les productions laitières augmentent,
Les TP augmentent, ça veut dire que là aussi, l'animal digère bien, tourne bien, fait du lait. Donc, on est très bien. Alors, l'urée, je ne vais pas trop insister, hein, c'est un critère qui est plutôt négatif. Plus il y a d'urée, moins l'animal est en bonne santé. Bon, globalement, c'est stable, donc il n'y a pas d'impact. On a apporté un aliment protéique, c'est bien souvent ce qu'on reproche à la luzerne. Ouais, la luzerne, c'est bien pour les animaux, mais c'est trop riche en azote, c'est trop riche en protéines, ça les rend malades, il y a de l'urée, tout ça. Bah, là, non, pas plus que ça. Pourtant, on leur a bourré de la luzerne. Hein. Rappelez-vous tout à l'heure, la luzerne qui est à 20% de MAT versus la fétuque qui était à 7%. Bon, ben, on est stable ici. Hein. Bon, c'est vrai qu'on a mis du concentré à côté, hein, on a équilibré nos ratios. Pour faire du fromage, ben, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on prend la matière grasse, on prend la protéine, on mélange tout ça. Alors, il y a un critère qui s'appelle la matière utile en production laitière. Donc, en gros, schématiquement, on additionne les deux. Et donc, ça donne une quantité de matière utile donc, qui va servir à faire le fromage. Et donc, on a vu tout à l'heure que les taux augmentaient, les taux protéiques, taux butyreux, enfin, sauf ici, mais globalement, dans le cadre de Devaillé. Alors, ça ne marche plus, là, mon truc ? Ouais, bon, c'est pas grave. Mais bon, globalement, on a quand même une augmentation, donc on va dans le bon sens. Et bien sûr, quand on fait le rendement fromager, donc on fait nos fromages, donc soit en laboratoire, donc c'est des tests paillasses, hein, ou soit on fabrique, eh bien, on s'aperçoit que dans le premier cas, on a monté le rendement fromager, donc avec la même quantité de lait, on a fait plus de fromage. Par contre, là, c'est vrai, un peu comme le TB tout à l'heure, et d'ailleurs, c'est la surmontaison entre les deux, ben, on baisse le rendement fromager, c'est-à-dire qu'avec une quantité de lait donnée, on fait moins de fromage. Donc c'est là que ça pose problème, mais effectivement, dire que la luzerne à tous les coups, on fait on augmente le rendement fromager, bah, c'est un peu emmerdant, quoi. Ça casse un peu le mythe là. Mais bon, après on peut plus loin, on peut regarder non pas le rendement fromager en lui-même, mais la quantité de fromage produite à la chèvre. Parce que finalement, ce qui intéresse l'éleveur, voir la laiterie Lactalis derrière qui fait son fromage et ses bûchettes, bah, effectivement, le lait c'est bien, mais c'est surtout ce que la chèvre, elle va produire. Et effectivement, ramener à la chèvre, donc sur une production fromagère, ben dans un cas, même si ça pisse le lait, elles font quand même pas mal de fromage, hein, 600 grammes par chèvre. Dans l'autre cas, on s'en faisait un petit peu moins, 431. Mais du fait qu'on augmente la production laitière, eh ben on augmente finalement la production de fromage. Et de l'ordre de 100 grammes par animal. Donc 100 grammes rapporté aux 400 ou 600 en termes de bonus. Et là, c'est de la marge nette, ça fait de l'argent. Alors, par rapport à cette question, ben effectivement, j'augmente le rendement fromager, j'augmente pas le rendement fromager, le fameux mythe. Donc, il existe des modèles, des équations. Alors, il n'existe pas beaucoup en fromage de chèvre, hein, mais il existe quelques-unes. Donc là, on a repris celle-ci. La ferme du Pradel, c'est une ferme référence en France qui s'occupe de production caprine. Et donc, ils ont sorti une équation qui prend en compte différents paramètres pour prédire le rendement fromager. Donc, l'ETB, on y revient. Le TP aussi, donc tout ça, c'est plus il y a de TB, plus il y a de TP, plus on fait de fromage. Et puis la fameuse urée dont on parlait tout à l'heure, ben, l'urée, c'est de l'azote qui est dégradé, la protéine dégradée, ben, c'est plutôt négatif. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop d'urée dans le lait pour avoir une bonne production fromagère. Donc on a appliqué cette équation aux critères qu'on avait de rendement fromager. Donc on avait nos taux, nos TB, nos TP, notre urée. Et donc on a calculé un rendement théorique. Donc là, c'est le rendement réel qu'on a mesuré en laboratoire, 16. Là, on a 18 en théorique. Ben, ça veut dire qu'on est en dessous. Hein, nos fabrications fromagères, elles ont été en dessous de la théorie. Là, il n'y a pratiquement pas d'écart. Hein, 24,5, 24,6. Donc en fait, là, le modèle, enfin la production, alors soit on dit le modèle est conforme à la production est conforme au modèle, comme on veut, mais bon, ça marche pas mal. Donc on a fait un exercice avec les traitements, luzerne, et on s'aperçoit qu'en fait, ben, la luzerne, on dégrade, l'écart se resserre, hein, le différentiel, mais bon, c'est quand même pas, c'est toujours un cran en dessous. Hein. Et puis là-bas, bah, ouais, ça plutôt, ouais, c'est toujours, ça s'améliore pas, ça a plutôt tendance à se dégrader. Donc effectivement, on ne peut pas vraiment dire objectivement que la luzerne augmente le rendement fromager. Donc la conclusion de tout ça, parce que ce qui nous intéresse à la fin, on l'a vu tout à l'heure, c'est nos fromages qui sont en bas, elle ne fait pas augmenter le rendement fromager. Dommage. Mais, vous l'avez vu, ça fait augmenter la production laitière et dans des proportions qui ne sont pas négligeables, aussi bien en quantité qu'en qualité. Donc à la fin, tout ça, ramené à chèvre, ça fait plus de fromage. Donc ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir le communiquer. Et la luzerne, c'est plus 100 grammes de fromage de chèvre, plus 100 grammes de fromage par chèvre. Et c'est là-dessus qu'on dira que, effectivement, la luzerne permet d'augmenter la production fromagère et non pas le rendement fromager.
vous remercie de votre attention, s'il y a des questions. Bon, les zootechniciens, réveillez-vous. Bon, d'accord, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour lancer un appel au peuple. Au niveau des comités du syndicat, on a pas mal de monde au niveau de la recherche économique. Par contre, en nutrition animale, même si on a vu la liste à l'heure, on a un petit peu de mal à avoir de l'assiduité à nos comités. Donc, c'est toujours mieux d'être à plusieurs. Il y a plusieurs dans plusieurs têtes que dans quelques têtes. Donc, l'appel est lancé. Merci. Merci Didier. J'en profite d'ailleurs aussi pour continuer cet appel au peuple. On avait un représentant de Nealia au sein du... Bon, on pourra en discuter avec les personnes concernées, mais un représentant de Nealia qui est pas, malheureusement, qui est pas en mesure de se joindre à nous. Donc il faudrait qu'on ait un représentant des fabricants d'aliments quand même dans ce comité qu'on n'a pas. Et moi je trouve ça quand même un petit peu dommage. Donc voilà, c'est un sujet qu'il faudra qu'on aborde par la suite. Ça a été dit un petit peu par Antoine en introduction. La luzerne déshydratée, donc c'est quelque chose qu'on vous a déjà bien présenté copieusement, mais je pense qu'il faut toujours le répéter et puis en fait revenir sur les chiffres. Hein. Donc en 2005, qui est notre base de référence, vous voyez, on avait la barre grise que vous voyez sur l'histogramme, c'est la consommation d'énergie qu'on avait en gigajoules, et la source de cette énergie, c'était des énergies fossiles. Donc vous voyez qu'on avait une consommation, alors ça vous parle peut-être pas, 7 millions de gigajoules, mais c'était une consommation d'énergie qui est importante, qui est notoire, et ça fait une grosse quantité d'énergie. Donc à cette époque-là, on était relativement pas dans le viseur, mais en tout cas, il y avait quelque chose une prise de conscience un petit peu autour de cette consommation qui était importante. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Vous êtes au courant. Hein, je pense que ceux qui travaillent en usine ou en plaine, il y a le préfanage qui a été mis en place. Donc, qu'est-ce qui s'est produit ? En fait, la consommation d'énergie brute, elle a été largement diminuée, réduite. Donc, à partir des années, vous voyez, hein, ça a commencé là, dans les années 2006, 2007, 2008. Et puis, ça s'est poursuivi pour atteindre une réduction par 2 à peu près dans les années 2013. Et puis ensuite, on a encore passé une autre étape où on a continué à réduire. Et donc là, on a réduit finalement par 3, par 4. Le CET pourra sûrement... je laisserai la primeur de cette information. Et alors, il y a un autre mécanisme qui a été mis en place, c'est qu'on a commencé à substituer les barres grises que vous voyez, donc, qui sont des énergies fossiles, par des énergies renouvelables, qui sont les petites barres vertes, vous voyez, qui étaient plutôt discrètes. Là, dans les années 2003-2004, il y avait peut-être 1 ou 2 acteurs qui utilisaient déjà miscanthus ou plaquettes forestières. C'est des choses qui ont augmenté très 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 fortement à partir des années 2000, vous voyez, 2018, 2019, et c'est vraiment en 2022 qu'on voit la transition totale, enfin en tout cas les énergies fossiles qui vraiment sont substituées à consommation d'énergie égale par les énergies renouvelables. Et alors ça, qu'est-ce que ça a comme impact ? D'une part, il y a l'impact réglementaire, je dirais, autour du système d'échange des quotas CO2 et de conformité de la filière à ce qui était attendu d'elle en termes de décarbonation, voire même d'avance de la filière. Ça, c'est un premier point, c'est super. Voilà, il y a la partie technique a été gérée, le préfanage, la substitution d'énergie, mais ça a un autre impact qui nous intéresse, nous, dans le comité nutrition animale, d'où ma présentation sur ce sujet aujourd'hui, c'est que nos produits, luzerne, ils sont du coup moins carbonés. Et aujourd'hui, les fabricants d'aliments, les éleveurs, comme le disait Antoine encore une fois en introduction, aujourd'hui un éleveur qui est, je prends l'exemple de Bell, la laiterie Bell, elle veut réduire l'empreinte carbone de ses produits. Donc elle demande à ses éleveurs de faire un diagnostic carbone de l'exploitation. Et dans ce diagnostic carbone, alors oui, il y a le nombre de vaches, oui, il y a l'intervalle entre 2 vélages, il y a la longévité des vaches et il y a l'alimentation. Et donc l'alimentation, elle a un impact. Et aujourd'hui, l'éleveur qui veut rester dans le cahier des charges Bell et voir son lait payé au prix qu'il attend qu'il soit payé, ou un peu plus, il faut qu'il fasse des actions, qu'il mette en place des choses. Et donc, on y est vraiment aujourd'hui dans cette approche où on réduit l'empreinte carbone des productions agricoles. Et donc les aliments, nous on est un aliment, on est un intrant de l'exploitation laitière.
quand on peut afficher des réductions d'empreinte carbone, ça peut renforcer notre compétitivité, renforcer notre attractivité. Donc que ce soit directement pour l'éleveur laitier quand il achète à son groupement ou en direct des produits luzerne déshydratés, ou auprès du fabricant d'aliments qui indirectement, en fait, lui aussi va être intéressé à proposer des aliments bas carbone et donc à répondre aux attentes du milieu de l'élevage. Tout ça pour dire que l'étude qu'on va vous présenter aujourd'hui, alors qu'il y a une étude qui n'est pas du tout terminée, hein, c'est une étude qu'on a démarrée là, il y a un mois, donc Nadège Moreau de Tekna Nutrition va vous présenter. L'idée, c'est de se dire, est-ce que cette décarbonation, en fait, elle a un intérêt, elle a un impact en formulation. Dès qu'on met une petite contrainte sur une formule, donc en fabrication d'aliments, on veut faire une formule vache laitière, correcteur azoté, elle a telle caractéristique nutritionnelle, ok. Alors, on a toutes ces caractéristiques nutritionnelles et derrière, on va mettre un petit truc. Bon, on veut que cette formule elle fasse 10% de moins d'émissions de gaz à effet de serre par tonne d'aliments. Alors, si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre luzerne, pour un prix équivalent, hein, est-ce que notre luzerne elle va remonter, elle va rentrer, elle va sortir? Voilà, donc c'est l'objet de cette étude-là que je laisserai ensuite Nadège présenter. Donc, ensuite, voilà, vous avez vu, hein, donc on a décarboné la filière. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes de... Ça, on a déjà présenté, hein, donc c'est un peu de la redite. Qu'est-ce que ça donne en termes d'empreinte carbone des produits? En 2005, 1 kg... Alors, Nadège va parler en tonnes, donc vous allez avoir la petite conversion à faire. Mais 1 kg de luzerne déshydratée, c'était 1,15 kg de CO2 équivalent. En 2024, donc aujourd'hui, 1 kg de luzerne déshydratée, c'est 0,25 kg de CO2 équivalent. Donc on a vraiment très fortement réduit par 4,6 l'empreinte carbone de nos produits. Donc c'est un point qui est vraiment important et qui commence qui intéresse aujourd'hui beaucoup nos clients. Et donc c'est vraiment très très marquant. Et on a ça c'est depuis la fin d'année 2024, cette donnée est présente dans la base de référence qui s'appelle Ecoalim. Toujours pas dans Cap2ER qui est l'outil de simulation pour les éleveurs, mais on a bon espoir avec un rendez-vous qu'on a eu hier sur le salon de l'agriculture que ça avance très rapidement. Voilà, donc l'étude de Tekna, je ne vais pas trop prendre sur la présentation de Nadège. On l'a validée fin 2024, elle a démarré début 2025. Et donc il y a deux objectifs. Hein. Quel impact a eu la décarbonation de la filière sur l'empreinte carbone des aliments? Plutôt un aspect descriptif. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'empreinte carbone des aliments du fait de la décarbonation de la filière DESI? Et puis, la luzerne décarbonée gagne-t-elle en compétitivité quand on contraint les émissions des formules d'aliments? Voilà. Et puis, Nadège, je te passe la main sans plus attendre. Donc, tu peux prendre la main sur le partage. Très bien. Merci, Honoré. Merci pour cette introduction sur laquelle je vais pouvoir rebondir. Donc bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement. Je suis Nadège Moreau, je suis responsable de la formulation aliments à Tekna. Je vais représenter un petit peu rapidement l'entreprise. Et effectivement, je vais vous présenter le début de l'étude sur l'impact de la décarbonation de la filière luzerne sur les formules d'aliments. Donc, juste quelques mots, ça va être rapide sur Tekna pour resituer un petit peu. Donc, nous, on a une expertise sur la nutrition de précision et la santé naturelle. Et notre mission, globalement, c'est d'améliorer les performances techniques, économiques et environnementales des filières de production animale. Donc pour cela, on va accompagner nos clients qui sont principalement les fabricants d'aliments pour relever les différents défis des filières animales qui peuvent aller de l'amélioration de l'efficacité alimentaire. On a aussi également tout un aspect de sécurisation des performances économiques, de réduction de l'usage des antibiotiques par exemple. Et on a également dans le panel de ce qu'on travaille la réduction de l'impact des productions animales sur l'environnement. Donc, c'est aussi un sujet qui est assez prégnant aujourd'hui en nutrition animale et sur lequel on travaille. Donc, c'est pour ça que cette étude, elle s'inscrit, donc elle se focalise un petit peu sur la luzerne, mais nous, on le travaille au niveau global sur l'aliment. Donc, voilà un petit peu pour resituer. Donc, là, je vais rentrer un petit peu plus dans le sujet pour introduire
toute la structuration qu'il y a aujourd'hui autour de la gestion et de l'élaboration de notes de gaz à effet de serre sur les aliments. Je vais reprendre avec vous quelques points, alors que vous connaissez peut-être déjà, mais juste pour resituer. Une des premières choses à faire aujourd'hui, c'est de quantifier les gaz à effet de serre des aliments. Et puis ensuite de les diminuer, mais il faut bien partir d'un point zéro. Et on a quelques enjeux actuellement, et notamment un enjeu de diminution des gaz à effet de serre du secteur agricole de 46% d'ici 2050 et de 20% d'ici 2030. Donc on a quand même ces échéances-là qui arrivent, sachant que la nutrition animale, elle contribue pour 50 à 70% de l'impact GES global du secteur agricole, hors ruminants. Alors, hors ruminants, parce que les ruminants, on va être surtout sur des aliments complémentaires qui vont être complétés par une ration globale avec des fourrages. Par contre, sur la partie monogastrique, on est sur des aliments complets où là, on va avoir un poids carbone qui va être plus important. Et il y a plusieurs leviers d'action qui ont été identifiés. Un de ces leviers, c'est la diminution des émissions de gaz à effet de serre lors de la production et la transformation des ingrédients. Et là, donc, on est complètement aussi... on parle de matières premières et de pouvoir réduire déjà les émissions de gaz à effet de serre au niveau des matières premières et de chaque matière première. On parle aussi d'additifs de pré-mélange. Un deuxième levier, c'est d'améliorer les performances nutritionnelles. Donc ça, on est encore dans la partie alimentation et nutrition et efficacité alimentaire. Et un troisième levier, c'est d'améliorer les performances environnementales liées à la ration ou à la décarbonation du processus de fabrication des aliments composés en tant que tels, donc des usines d'aliments, là plutôt sur tout ce qui est matériel et avancé sur les différents matériaux. Et aussi sur les types de présentation d'aliments, par exemple, qui vont faire consommer moins d'énergie, ce genre de choses. Donc, pour structurer un petit peu ces notes de gaz à effet de serre qu'on va pouvoir appliquer ou calculer sur une formule d'aliment, il y a eu un travail de fait au niveau de l'interprofession, notamment pour établir une méthode harmonisée qui permet d'aboutir à des données comparables. En fait, ce travail sur l'environnement, on l'a débuté il y a déjà quelques années, mais de façon un petit peu, chacun faisait un petit peu ses calculs, ce qui fait que les données n'étaient pas facilement comparables. Et là, l'idée, c'était vraiment de travailler sur un guide qui permettait de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité en termes de méthodos pour calculer l'empreinte environnementale des aliments. Donc, il y a un guide méthodologique qui est sorti en septembre dernier, qui a été fait par le SNIA et la LCA. Et donc, ce calcul de notes de gaz à effet de serre sur les aliments tient compte de ce guide méthodologique. Donc ça, c'est la première étape qui est amenée à évoluer aussi avec la mise en place et puis les difficultés qu'on va rencontrer à aller utiliser ces guides-là sur certains aspects qui n'ont pas encore été pensés parce qu'on n'a pas encore eu le cas. Et il va y avoir là, actuellement en construction, un guide de certification de ces notes de gaz à effet de serre pour évidemment pouvoir certifier derrière les notes qui vont être appliquées sur les aliments. Donc voilà un petit peu pour le contexte général. Dans ce guide, il y a un peu les règles de calcul pour calculer les émissions de gaz à effet de serre d'un aliment composé. Donc là, effectivement, moi, je vais parler en kilos de CO2 équivalent par tonne, puisque c'est l'unité qui a été statuée dans le guide. Donc, c'est pas très gênant. Et donc, ces émissions de carbone de l'aliment composé, ça va être une addition entre la somme des émissions carbone des ingrédients, donc de chaque matière première qui va rentrer dans la formule, pondérée par le pourcentage des ingrédients dans la formule. On va y ajouter les émissions liées à la consommation d'énergie de l'usine, fabricant, et également du transport aval de l'usine par tonne d'aliments, avec un calcul à l'année. Donc là, ce que vous allez voir, ça va être un calcul uniquement sur la première partie
de ce calcul-là sur la somme des émissions de carbone des ingrédients d'une formule. Donc pour cela, on va avoir aussi des choix de données à appliquer sur chaque matière première. Ces choix de données, elles peuvent être soit primaires, soit secondaires, sachant que les données primaires, ça va être le fournisseur de chaque matière première qui va établir cette valeur en suivant les recommandations du PEFCR FEED, qui est en fait une méthode de calcul d'analyse de cycle de vie. Et donc, évidemment, ces données primaires, elles vont être vérifiées, elles doivent être vérifiées par une tierce partie pour être utilisées. Et le fabricant d'aliments qui va utiliser cette donnée pour calculer ses gaz à effet de serre de l'aliment final doit apporter les preuves de cette vérification. Donc, pour l'instant, on est très peu sur des données primaires et on va plutôt travailler sur des données secondaires. Mais l'idée à terme, c'est de pouvoir affiner les éléments des ingrédients par ces données primaires qui seront un petit peu plus justes. Donc, cette étude, elle va être basée sur les données secondaires. Et pour utiliser les données secondaires, on va avoir plusieurs bases de données, Ecoalim et GFLI, vous avez dû en entendre parler. Et en fonction de l'origine de la matière première, on va soit choisir d'aller chercher la donnée dans Ecoalim, soit dans GFLI. Donc voilà un petit peu globalement, avec un arbre de décision qui nous permet d'aller faire le bon choix. Donc, je reprends les différentes bases. Le guide est travaillé uniquement sur les gaz à effet de serre. Il y a d'autres critères environnementaux, mais aujourd'hui, on est uniquement sur les gaz à effet de serre. Le soja est un cas particulier dans le sens où, au niveau global, on va aller travailler les notes. Quand les matières premières sont françaises, on va aller chercher dans la base Ecoalim, qui est une base française. Et quand les matières premières sont d'origine étrangère à la France, on va aller chercher plutôt dans la base GFLI. Sauf pour le soja, où là, on va prendre, quelle que soit l'origine, la base GFLI. Donc ça reste un point qui est un peu rediscuté parce que quand on passe vraiment sur le calcul de l'empreinte environnementale à l'échelle d'un élevage, par exemple, c'est plutôt la base Ecoalim pour le soja qui est utilisée. Donc là, on a on n'est pas forcément sur sur la même base quand on parle du calcul de l'aliment et du calcul de la production finale. Donc c'est encore un point qui est discuté. Mais pour l'instant, on le fait comme ça. Donc ça, je vais passer. Et donc, si on en revient à la luzerne déshydratée, donc dans la base Ecoalim, c'est une matière première origine France. Donc, on va aller chercher les données dans la base Ecoalim. Et la dernière version de la base Ecoalim, qui est sortie très récemment, on a aujourd'hui 2 lignes. Une ligne de luzerne déshydratée conventionnelle, France, sortie usine de transformation. Et on va avoir une note de 551 kg de CO2 équivalent par tonne. Et une seconde ligne, où là, on a la luzerne déshydratée avec un process 100% biomasse et avec donc la note que tu mentionnais de 260, Honoré, de 260 kg de CO2 équivalent par tonne. Les valeurs ont évolué au fur et à mesure du temps, avec la valeur de 2150 kg de CO2 équivalent par tonne en 2005 pour aller jusqu'à 260 aujourd'hui avec un process 100% biomasse. Et donc, ça fait quand même une réduction de 77% des gaz à effet de serre, ce qui est vraiment relativement assez remarquable. Et entre la luzerne déshydratée conventionnelle et le process 100% biomasse, on a une réduction de 291 kg de CO2 équivalent par tonne de luzerne déshydratée. Voilà, donc c'est quelques chiffres, vous les connaissez, c'était juste pour remettre un petit peu ça dans l'étude. Donc l'idée là, c'est de voir maintenant ces baisses sur la luzerne, quels sont les impacts dans les aliments.
Donc, les formules, il y a un panel de formules qui sont étudiées dans cette étude. L'idée, c'est de travailler avec des formules où la luzerne est susceptible de rentrer. Donc, on va plutôt être sur des formules cheval, lapin. Là, on va avoir pas mal de luzerne qui peut rentrer. Des correcteurs azotés, vaches laitières, chèvres et bovins engrais. Donc, ce que je voulais revoir avec vous, c'est que, juste avant de vous montrer un peu les résultats, c'est que certains contextes sont favorables à l'entrée de la luzerne déshydratée dans les aliments. Je vous ai mis là 2 contextes. Typiquement, l'idée, c'était de travailler sur le contexte actuel de février 2025. Et certaines formules ne contenaient pas de luzerne dans ce contexte-là. Vous voyez, par exemple, sur le bovin engraissement, on a donc un certain nombre de matières premières, le tourteau de soja, du cornfeed, du son, du maïs, du tourteau de tournesol, du tourteau de colza, mais pas de luzerne. J'ai regardé un petit peu en historique à quel moment on pouvait avoir de la luzerne qui rentre, et effectivement, je suis remontée en avril 2022. Alors, le contexte en avril 2022 était assez particulier parce qu'on avait une flambée des prix. Et cette flambée des prix a fait que là, on avait 10% de luzerne qui rentrait dans la formule et qui venait remplacer une partie du tourteau de tournesol et une partie du tourteau de colza. Donc, pour reprendre un petit peu l'évolution des prix marché de différentes matières premières qui rentraient dans cette formule, donc là, vous voyez en rouge la luzerne et vous allez avoir le tourteau de colza, le tourteau de soja, le tourteau de tournesol, Lopro et HP. Avec le contexte d'aujourd'hui, où ce qu'on voit, c'est qu'il y a un prix plutôt bas sur la luzerne, mais également des prix relativement bas sur les différents tourteaux. Et quand on va voir un peu ce qui s'est passé au printemps 2022, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une flambée des prix des différents tourteaux et une luzerne qui, à ce moment-là, est restée relativement basse en prix, ce qui fait que ça a favorisé son entrée dans des formules pour lesquelles la luzerne peut parfois sortir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de ce contexte de prix 2022 qui était favorisant pour la luzerne pour déjà établir l'impact de la réduction des gaz à effet de serre sur la luzerne dans ce contexte-là, pour maximiser un peu aussi le taux d'incorporation qu'il y avait de la luzerne dans les formules. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Sur les différentes formules, donc il y avait une incorporation dans ce contexte d'avril 2022 de luzerne dans les formules de 28% pour le cheval, 12% pour le lapin, 20% pour le correcteur azoté VL, 8% pour la chèvre et 10% pour le bovin engrais. Si on reprend, si on se remet dans le contexte de 2005 avec une note de gaz à effet de serre de la luzerne à 1150 kg de CO2 équivalent par tonne, voilà le résultat de la note de gaz à effet de serre dans l'aliment qu'on va avoir pour les différentes formules. Donc, on a effectivement des valeurs un petit peu différentes, par exemple sur un correcteur azoté VL, où on sait qu'on va avoir du tourteau de soja qui va rentrer. Donc, on va avoir aussi un poids qui est lié au tourteau de soja là-dessus. Mais 20% de luzerne déshydratée quand même à 1150 kg CO2 équivalent par tonne. Quand on fait le même exercice en appliquant la note de luzerne 100% biomasse, là, effectivement, on réduit quand même de manière significative la note de gaz à effet de serre de l'aliment. Donc, je vous ai remis un petit peu les pourcentages de réduction, où là, on va avoir, par exemple, pour le cheval, presque 50% de réduction, 26% pour le lapin, 13% pour le correcteur azoté VL, 9% pour la chèvre et 12% pour le bovin engrais. Donc ça, c'était déjà pour avoir une vision un petit peu
sur des formules figées, de voir un petit peu une vision de l'impact de la décarbonation de la luzerne sur les valeurs de gaz à effet de serre des aliments. La prochaine étape de l'étude, Honoré vous l'a dit, là elle est en cours, ça va être de simuler la baisse imposée de la note de gaz à effet de serre des aliments et voir l'impact sur la composition de la formule, notamment sur l'incorporation de luzerne. Est-ce que ça augmente son incorporation? Est-ce que ça la baisse? Voilà, un petit peu comprendre le comportement de la formule en imposant une baisse de cette note GES. Avec 2 contextes de prix MP différents, en repartant sur le contexte favorable à la luzerne et un contexte moins favorable à la luzerne qui est le contexte actuel, et en travaillant sur 2 qualités de luzerne, une plus classique avec une protéine à 17 et une luzerne plus concentrée en protéines, pour voir aussi comment elle réagit dans des formules qui ont un besoin en protéines un petit peu plus important. Donc, voilà un petit peu pour la présentation de l'étude qui va suivre son cours là dans les prochains jours. Merci beaucoup Nadège. Est-ce que ça appelle des questions, peut-être, cette présentation? Ouais. J'ai retenu plus de 70% de réduction de GES sur nos productions luzerne au travers de la biomasse. Ce serait intéressant d'avoir un benchmark et d'avoir une information sur qu'est-ce qu'il en est des autres matières concurrentes qui peuvent rentrer dans les rations et comment on est placé par rapport à ça. Alors j'imagine un peu la réponse, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir des chiffres factuels. Et là, on a quand même un énorme avantage derrière, commercial notamment, évidemment, à mettre en avant. Faut-il, comme le rappelait tout à l'heure Antoine, que les bases soient bonnes et qu'on ait les bonnes références chez tout le monde. Mais est-ce que éventuellement, Nadège pourrait nous apporter quelques éléments par rapport à ça? Alors, il faudrait effectivement regarder, même sur l'évolution des bases, les bases ont évolué, entre, il y a eu différentes versions, hein, et elles ont évolué, donc soit ça a été affiné, parfois il y avait des choses aussi qui avaient été oubliées dans certains calculs, donc c'était bien l'idée aussi d'aboutir à une base qui était un petit peu plus juste, et effectivement, en fonction, je repense à des matières premières qui ont un énorme poids carbone, notamment le soja, on en a parlé un petit peu. Aujourd'hui, on ne travaille pas les formules par rapport au gaz à effet de serre, c'est encore un petit peu tôt. Le jour où effectivement on va aller travailler ces formules vraiment avec cette implication de réduction, il peut y avoir des hiérarchies de matières premières qui changent effectivement. Merci. Et oui, peut-être pour compléter la question, enfin la réponse, pardon, c'est sur le benchmark de l'évolution des matières premières, c'est quelque chose qu'effectivement moi j'ai regardé à mon niveau, mais qu'on n'a pas. Je crois que j'ai une diapo où je présente l'impact du blé tendre, par exemple, et l'impact du tourteau de soja comparé à la luzerne. Mais j'ai l'évolution, et ce serait intéressant. Enfin, ça pourra faire l'objet d'une prochaine présentation. Oui, je pense que ce serait intéressant. Et puis après, dans la nouvelle phase de l'étude, là, donc, il peut y avoir aussi des effets contre-intuitifs en formulation. On peut se dire, on met une réduction de 10% de l'impact carbone, on met une contrainte de 10% de l'impact carbone de la formule, par exemple d'un correcteur azoté. On se dit, oui, la luzerne, ça va lui donner un surplus de compétitivité. Et en fait, des fois, il peut se passer une chose un peu différente. C'est-à-dire que comme il y a un besoin en protéines qui est trop important, en fait, il va réduire un peu le tourteau de soja, parce que c'est ça qui est le plus impactant. Donc, il réduit un peu le tourteau de soja, mais du coup, il a besoin de quelque chose qui est quand même, pour compenser le tourteau de soja. Et la luzerne, elle va sortir, en fait, à ce moment-là. Donc, voilà, on va voir. En tout cas, c'est une étude qui va être intéressante, parce que ça va nous donner des réponses éclairantes sur quel type d'aliments on va pouvoir viser là-dessus. Et voilà, est-ce que entre une luzerne 17 et une luzerne 23, par exemple, est-ce que la luzerne 23 est réussie et nous permet d'éviter cet écueil-là de sortir, puisqu'on n'est pas assez concentré. Donc voilà,
des réponses enfin en tout cas, on aura une partie des réponses avec cette étude. Et pour rebondir, Honoré, juste, je reprends juste cette diapo-là sur le bovin engraissement. Là, effectivement, on avait donc pas forcément d'entrée de luzerne, sauf qu'au global, si on regarde la note, je ne l'ai pas notée là, mais je pourrais la remettre, la note GES, elle était plus faible sur le contexte de février 2025 que sur le contexte d'avril 2022. Parce que on a 23% de soja qui rentre en 2022. Ok, on a de la luzerne qui a un poids carbone réduit, mais ça ne vient pas compenser le fait que le tourteau de soja soit un petit peu plus élevé. Donc il y a aussi ces phénomènes-là, sachant que là-dessus, dans cette première phase d'étude, j'ai pas travaillé sur une baisse des gaz à effet de serre, donc il n'y avait pas ce levier-là. Mais effectivement, ça fait partie des effets un peu de formulation où on travaille à la fois sur l'économie, à la fois sur la qualité de chaque matière première, et en fonction de leur prix, de leur qualité, on va vraiment avoir des comportements différents de la formule en tant que telle. Donc c'est pour ça que de travailler aussi sur deux contextes, ça permet aussi de voir les différences de comportement qu'on peut avoir au niveau des différentes formules. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Juste une petite remarque, question que je la pose à Nadège, mais je ne sais pas si peut-être un peu la question piège, mais c'est plus à Honoré en fait, qu'on ne se trompe pas. Sur la dernière version V9 de la cotation de la luzerne des Ides, donc il y a une conventionnelle qui est à 0,55 et une 100% biomasse qui est à 0,26. Dans 0,55, il me semble, à confirmer, qu'on intègre une partie de biomasse. Ce n'est pas du 100% fossile. Alors, oui, en fait, le 0,55, c'est une donnée qui est relativement ancienne. En fait, c'est une donnée qui a été produite récemment, mais qui traduit un contexte ancien. C'est le contexte 2018-2019, qui est issu de l'étude de qu'INRAE avait faite, l'étude de l'analyse de cycle de vie. Et donc, effectivement, en 2018-2019, il y avait de la biomasse. Donc, on n'est pas 0% biomasse, 100% biomasse. Oui, si c'était ça ton remarque, Didier. On était peut-être à 30-40%. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'était quelque chose comme ça, quoi, 30%. Voilà, donc en fait, oui, et apporter une précision que j'ai pas apportée. En fait, aujourd'hui, il y a deux lignes donc, dans cette base de données Ecoalim. Vous avez vu, Nadège l'a présenté, c'est la base de données de référence qui est utilisée par les fabricants d'aliments. La ligne 0,55 qui est appelée luzerne déshydratée conventionnelle, on pourrait se dire c'est la luzerne déshydratée majoritaire. En fait non, la ligne 100% biomasse elle est plus représentative de notre empreinte actuelle que l'autre ligne. Donc on a un travail encore aussi à faire alors c'est un travail collectif de justifier qu'on utilise plutôt la ligne 100% biomasse que l'autre ligne. Alors là-dessus, on est en train d'y réfléchir. On a demandé à l'INRAE, ils nous disent débrouillez-vous, c'est pas notre problème. Donc on va se débrouiller, on va trouver des idées, des solutions pour certifier. En fait, c'est un petit peu comme ce que disait Nadège aussi. Il va falloir qu'on mette en place un outil de certification là-dessus. Et puis voilà. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment cette ligne 100% biomasse, elle est plus proche de la réalité aujourd'hui que la ligne 2018-19. Il y avait d'autres questions. Ouais. Oui, j'ai une question. Ouais. Donc, Pierre Bégoc des Hélices. Merci Nadège pour le travail. C'était très intéressant de suivre votre exposé. Quand est-ce que, à quelle échéance ou à quel pas de temps voyez-vous le critère poids carbone venir vraiment challenger le critère prix? Parce que dans ce que vous nous présentez en février 25, c'est le prix qui drive tout. Aujourd'hui, on est finalement qu'au début vraiment de la structuration. On est plus là dans une approche de quantifier les formules. Donc, première approche de base. Et le fait de réduire aujourd'hui, de toute façon, ça coûte. Donc, on n'est pas encore sur une réduction où on se met des seuils à se dire on va diminuer de 10%, de 20% pour le moment. D'autant que aujourd'hui, on utilise les bases. Dans les bases, il n'y a pas encore toutes les matières premières.
Donc, il y a certaines formules pour lesquelles on applique une note soit en se rapprochant d'une matière première qui serait présente, soit en allant chercher dans une autre base. Donc, il y a tout ce travail-là. Aujourd'hui, on participe à un groupe qui s'appelle GT Carbone, où on remonte justement ces mises en application de notes au niveau des matières premières. Quand on a des trous dans la raquette, avec des données secondaires qui ne sont pas encore dans les bases. Donc, on peut fournir des notes sur des formules avec des matières premières assez standards, mais dès qu'on passe sur des coproduits, des choses un petit peu plus atypiques, on va se retrouver avec des trous dans la raquette sur la table de nos aliments sur ce critère-là. Donc, pour l'instant, on est vraiment au tout début. On est au début aussi de voir comment ça peut être certifié. Donc, c'est vraiment on sent que ça se structure. Donc, on en parle depuis longtemps. Aujourd'hui, ça se structure avec l'établissement du guide. Voilà. Et après, à quelle échéance? Là, je ne pense pas que ça... Alors, je ne pense pas que ça sera pour cette année. Voilà, il n'y a pas encore assez de choses. Mais après, une fois que ça sera structuré, je pense que ça pourra aller relativement vite. Et de là à appliquer les baisses, à un moment donné, il faudra y aller quand même, mais ça sera toujours assez compliqué de le faire face à l'économie quand même, parce que ça peut monter assez rapidement en fait en termes de coûts. Et peut-être quand même, Nadège, pour compléter la réponse, le LCA Nutrition Animale et le SNIAS se sont engagés sur des objectifs de réduction, il me semble à l'horizon 2030, qui sont, alors tu as peut-être le chiffre, Nadège? Il me semble que c'était 20%. Ouais, c'est 20%. Donc, Ouais. donc 20% de réduction. 20%. Voilà, alors ça passe pas que par les matières premières, mais ça passera en partie par les matières premières. Donc l'horizon 2030 n'est pas si éloigné que ça non plus. Et c'est demain, ouais. Oui, complètement. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une accélération de cette structuration-là aussi, ouais. On a une autre question. Ouais, Marc. Oui, moi j'aimerais bien comprendre au niveau de la biomasse, donc on voit qu'il y a un intérêt très fort en gaz à effet de serre. Dans le calcul biomasse, toute l'énergie fossile pour le fabriquer et le transporter est inclus. Alors je réponds à Nadège. Dans le calcul là, qui est présenté à 0,26, effectivement, l'énergie fossile nécessaire à la production de la plaquette forestière est incluse. Ouais. Ouais, donc c'est bien dedans. Ouais, alors pour être encore, si on veut aller plus dans le détail, il y a un levier qu'on n'a pas activé là dans ce chiffre de 0,26, c'est qu'en fait on nous attribue un déstockage. Alors là on sort de la partie aval des usines, on remonte à la partie champ. En fait à la partie champ on nous attribue un déstockage de carbone, donc un effet négatif qu'on a attribué à l'ensemble des cultures, en fait des grandes cultures, la luzerne étant aussi considérée comme une grande culture. On nous attribue là un déstockage de carbone, donc arbitrairement, sachant qu'en fait la luzerne, ça a déjà été présenté ici, ça le sera à nouveau, mais c'est plutôt une culture qui va ramener de la matière organique et qui va ramener du carbone dans les sols. Donc le fait, on nous attribue ce déstockage qui n'est pas négligeable, parce que c'est 0,07, on est à 0,26, donc en fait on serait à 0,19, 0,18. Si on n'avait pas ce déstockage, on serait encore meilleur. Et voilà, donc c'est un peu c'est une décision qui a été prise par le conglomérat scientifico-technique qui gère ces bases de données là. On a bon espoir que dans les prochaines années, on aille aussi retravailler ça. Et comme ils ont ouvert la porte sur attribuer des déstockages de carbone à des cultures, pourquoi est-ce qu'on n'attribuerait pas des stockages de carbone? Auquel cas, on pourrait encore descendre sous les 0,18 et donc continuer à gagner en compétitivité sur ce point carbone. Voilà. Il y a aussi l'ensemble de l'azote présent dans les résidus de luzerne qui sont aussi attribués en point négatif uniquement au moment de la destruction, alors que cet azote est libéré progressivement et qui sert aux cultures suivantes. Donc ça, c'est aussi un point qui serait aussi à améliorer dans ce dispositif. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une... on a dans le temps imparti, on a encore 1 minute, donc ça va être. J'ai une question peut-être tout au fond là-bas. Ouais, Hugo. Ouais,
Oui. Hugo Collard, administrateur à l'USIAL. Ma question, c'était sur la couverture des sols qui permet d'émettre un peu moins de GES. Est-ce que c'est intégré dans les calculs en amont de la filière FAB, quoi? Alors, la couverture des sols, les couverts végétaux par exemple ou pas, ou la luzerne En fait, c'est une plante pluriannuelle, donc la couverture du sol est constante par rapport à un blé par exemple, ou du soja, qui est une culture annuelle où il y a un sol nu qui peut émettre des GES. Et ça, c'est des choses qui ont été prouvées aussi scientifiquement. Et c'est un atout de la luzerne qui n'est pas négligeable. Ouais, pour moi, c'est pas inclus à proprement parler aujourd'hui. Indirectement, c'est un aspect qui est pris en compte parce qu'il y a absence de labour et de travail du sol. Donc il y a moins d'érosion, il y a moins de lixiviation, etc. Donc oui, indirectement, c'est pris en compte. Mais l'aspect minéralisation du carbone en sol nu n'est pas pris en compte. Voilà. Et il y avait peut-être une toute dernière question, il est 10h10, on est sur le fil. Didier, tu veux... Ouais. La DESI, c'est 0,02 sur 0,26. Donc on est vraiment descendu. En 100% biomasse, on descend très fortement. Et en fait, le carburant qui est utilisé est pris en compte dans le chantier de plaine. Et en fait, le chantier de plaine est relativement efficace. Alors il pourrait l'être plus, mais il est relativement efficace au vu des tonnes qui sont transportées toujours. Voilà, on arrive à la fin de la partie Sénat, nutrition animale. Donc on va passer la main au comité bois avant une pause, si je ne m'abuse dans le programme. Ouais, c'est ça. Enfin, le comité bois et après une pause. Merci beaucoup Nadège, on te laisse. Je vous laisse. Merci beaucoup pour la Bonne présentation. journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, merci donc à Honoré qui anime ce Sénat, son président Antoine Priou pour cette première session. Donc c'était très riche, on a tenu parfaitement l'heure.